Salut à toutes et salut à tous, bienvenue sur la chaîne de QI Basket, enfin le retour des lives, ça fait longtemps, en tout cas de mon côté, pour ma part, je sais que d'autres compères ont pu être présents dernièrement, salut la foule en délire, oh là, assez parlé de moi, merci beaucoup. Je ne sais pas si je mérite un aussi grand enthousiasme, mais malgré tout, ça me fait plaisir de vous retrouver, bien évidemment, sur QI Basket. On va faire, pour le petit programme, on va faire un petit tour de l'association. Comme j'aime à le dire, un petit bilan après 25 matchs. Rapide, hein. Ce sera rien d'exhaustif, bien malheureusement, mais je ne peux pas regarder toutes les franchises, bien malheureusement, à mon grand désespoir. Mais donc du coup, on va faire un petit tour de l'association rapidement, voir ce que vous auriez pu aussi voir, hein, si vous voulez sortir quelques sujets. On va faire un petit tour aussi de ce qu'on a pu faire nous chez QI jusqu'à maintenant, et voir un petit peu ce qui serait à venir, ce que moi personnellement j'aimerais faire, ou des petites choses que j'aimerais changer, et ce qu'on a vu, et avoir votre avis aussi pour ceux qui auraient vu nos différents formats, notamment sur YouTube. Je vais vous renvoyer bien sûr aux derniers articles qu'on aura fait, et on verra ensuite, ce sera la transition, bien sûr, les deux derniers articles signés Jérémy et Théo. Aaron Gordon, le côté lumineux, on va parler un petit peu de son changement de rôle à Denver, on va parler un petit peu des Nuggets, et enfin on parlera d'une question plus ouverte, et j'aimerais avoir votre avis, j'espère que vous pourrez participer, bien sûr, c'est à ça que servent les lives. Les stars rendent-elles réellement leur coéquipier meilleur? C'est un article signé Théo. Je vous renverrai vers les articles de Val et de Jérémy sur chez Gilgeous-Alexander et Haliburton Sabonis au passage. Et puis voilà. Et on pourra parler un petit peu plus des Celtics aussi, parce que je travaille sur quelques vidéos en ce moment, sans vouloir spoiler, et donc je regarde beaucoup les Celtics. Donc je peux vous en parler un petit peu. On va commencer par la conférence Ouest, et puis comme ça, s'il y a des fans des Celtics qui nous rejoignent, on pourra commencer par ça, faire un petit bilan sur les six, et puis s'il n'y en a pas, je le décalerai peut-être en fin de live. Comme ça, on verra selon le temps, j'adapterai. Et puis on parlera peut-être un petit peu plus des six plus précisément. Les Pelicans! Et ça, je suis content, les amis! Les Pelicans premiers de la conférence Ouest, avec un bilan de 16 victoires pour 8 défaites, 66% de victoires, qui prenait la tête de la conférence hier soir, profitant également de la défaite des Suns, justement, face à ces Celtics. Les Suns qui sont deuxièmes à 16-9, à égalité avec les Grises de Tom, bien évidemment, dans le chat, hein, on pense à lui. Et puis on suit avec les Nuggets, 14-10, viennent ensuite les Kings. Excellent début de saison des Kings. Le Jazz à 15-12, qui ont toujours plus de matchs que tout le monde, hein. Ils ont vraiment beaucoup joué en début de saison. Les Mavs à 13-11 avec les Trailblazers. 14-12, c'est pour les Clippers. Ensuite, on arrive à l'équilibre avec les Warriors en 10e place et les Timberwolves en 11e place, avec quelques matchs en moins pour les Wolves. Et ensuite, en dessous de l'équilibre, Thunder, Lakers, Rockets et Spurs. Bon, on a clairement Thunder, Lakers et Rockets Spurs ensuite, hein. Il y a deux choses. Alors que Darius Garantez nous rejoint. Mads, comment vas-tu? Très content de t'avoir de nouveau avec nous. On fait un petit tour de l'association, donc tu n'as rien perdu pour l'instant. Des choses, est-ce que vous avez des choses à notifier du côté de la conférence Ouest? Moi, je ne peux forcément qu'être très content pour les Pels, hein, parce que je les ai hypés pendant la preview. Petit big up à Guillaume, hein, qui se foutait allègrement de ma gueule. Donc voilà, je les ai hypés, donc du coup pendant la preview, je les ai hypés. Je vais passer sur notre chaîne YouTube, hein. C'était un des premiers lives et une des premières vidéos qu'on a faites. Vous pouvez le voir ici, les Pelicans. Une équipe élite, objectif top 5. J'ai d'ailleurs remanié le thumbnail et le titre pour l'occasion. Le joueur majeur, c'est José Alvarado, pour nous revenir sur les Pelicans. Vous y assez parlé de moi, mais et pourquoi pas? Moi, j'aime beaucoup José Alvarado. Non, mais en réalité, ils ont toujours plus ou moins des absences, hein, entre Zion qui manque quelques matchs, Ingram qui manque quelques matchs. Donc, ils sont jamais vraiment avec leur trio de stars complètes, hein, si on pense à CJ McCollum. Bon, disons un lieutenant.
Mais malgré tout, ça leur porte pas préjudice parce qu'il y a de très très bons seconds couteaux. Tu mentionnes José Alvarado, mais on peut penser bien sûr à Herb Jones, on peut penser à Trey Murphy, bien sûr, mais aussi, moi je pense à Jonas Valanciunas forcément, mais même derrière, hein, Larry Nance Jr. qui fait un gros taf. Globalement, je trouve que, comme j'avais dit dans la preview, les Pels que j'aime beaucoup parce que de très bonnes rotations et donc du coup 2 units qui peuvent contribuer très fortement. Il y a peu de pertes en fait de différentiel entre les 2 units, que ce soit 5 majeurs et second unit. On a toujours un stagger avec CJ McCollum, Ingram, c'est souvent CJ, Zion et Ingram un peu solo, et du coup on profite d'avoir Zion et Ingram de chacun de leur côté, qui sont un petit peu plus efficaces l'un et l'autre quand même quand ils sont et l'un et l'autre de leur côté, où ils peuvent un peu plus prendre le ballon, et donc du coup forcément ça donne des Pels très bons, avec le truc qui était plus inattendu chez ces Pels-là, c'est la défense en fait, parce que ça fait partie des équipes qui sont top 10 dans les deux offensive et defensive rating. C'est fou comment une draft a changé la profondeur de cette équipe. Alvarado, Murphy et Jones, c'est jackpot incroyable, nous dit Tom. Et je pense que surtout jackpot, mais quand c'est répété, c'est là qu'on voit que derrière dans la franchise, le scouting staff et tous ces rouages-là fonctionnent parfaitement. Et moi, ce que j'aime beaucoup, c'est que surtout, fan de Denver oblige, scouting ok, mais que derrière le coaching staff suit, parce qu'en fait c'est des mecs qui sont aussi responsabilisés, très bien mis en valeur et qui se développent correctement. Et ça, c'est toute la chaîne qu'il faut voir, et c'est pas forcément toujours le cas, même quand on a un bon scouting staff. Et voilà, wink wink Michael Malone, malheureusement. Pas forcément d'accord, car avant ces trois-là, les principaux picks, c'est Alexander Walker, Kira Lewis et Jackson Hayes. Hors Zion, c'est vrai également. J'avoue que j'ai pas suivi, je ne connais pas plus que ça l'organigramme et le staff des Pels, donc je ne sais pas s'il y a eu des changements ou non qui expliqueraient le truc, ou juste ils ont été meilleurs avant d'être moins bons, et donc du coup on peut pas encore en tirer de conclusion. Donc effectivement c'est peut-être juste aussi une part de chance. Après il y a toujours une part de chance aussi en termes de prospects, mais pour l'instant en tout cas ça marche bien pour eux, et moi j'en suis très content. Alex Peruccio du coup qui nous dit: t'as des infos sur les Spurs et de ce qui s'est dit, qui aimerait être dernier pour récupérer Wembanyama, info ou un tox pour toi? Non, très clairement hein, ce sera le plan pour les Spurs. Alors c'est jamais dit comme ça, hein, parce que le tanking est quelque chose qui n'est pas forcément assumé par les franchises. C'est déjà quelque chose qui est dans le propriétaire, enfin le grand general manager de la ligue, Adam Silver, hein, bien sûr, a dit que voilà, il pourrait taper sur les doigts des franchises qui assumeraient un petit peu trop le tanking. Bon, on attend encore de voir ça, mais cela étant dit, c'est très clairement la saison du tanking pour les Spurs, hein, qui ont fait un bon début de saison, mais qui derrière un Keldon Johnson un petit peu en manque d'adresse notamment, vont tout doucement marquer le pas, et très clairement la route est pour l'objectif de la saison est pour Victor, hein, il faut pas se tromper. Alors on remercie Globulo24, excuse-moi, je lis bien ton pseudo. Utah en playoff, j'y crois, si je le seul, nous dit Globulo. Je te renvoie, et ça va me permettre aussi de faire un petit peu de pub pour notre chaîne YouTube, pour ceux qui ne nous suivraient pas sur YouTube. Je te renvoie vers notre petite vidéo, ma vidéo en tout cas, que j'ai faite vis-à-vis. J'avais fait un live, et donc du coup j'avais pu. Je vais me taire quand même de ce côté-là, parce que sinon vous allez en prendre plein les oreilles et ça va pas être très agréable pour vous. Je vous envoie ça dans le chat. Le Jazz, on peut reparler du Jazz, ça fait plaisir parce que effectivement on a déjà fait un petit peu de contenu dessus. Le Jazz, pour moi, je suis parti du principe qu'ils avaient déjà réussi leur saison et qu'ils avaient rempli tous leurs objectifs au bout de 15 matchs. Donc c'était déjà il y a une bonne dizaine de matchs, parce que ça fait un petit peu longtemps que j'ai fait cette vidéo. Ça commence à faire, mais elle est toujours d'actualité, parce que tout simplement pour moi l'objectif de la saison pour le Jazz, c'était tout simplement de tanker entre guillemets, de se reconstruire, de commencer correctement leur reconstruction. Et alors si pour le tanking c'est pas encore tout à fait ça, hein, ils risquent de, s'ils restent à ces places là, de pas choper vraiment des choix de draft intéressants, mais de toute façon ça va rebaisser, hein. On a vu déjà par rapport au tout début de saison que là la dynamique était inversée, et c'est tout à fait normal. Mais à côté de ça, surtout, ils s'assurent que ils ont donné de la valeur à tous leurs autres assets, c'est-à-dire qu'en faisant un
si bon début de saison. Les Mike Conley, les Jordan Clarkson, les joueurs comme ça, Colin Sexton, peut-être Lauri Markkanen, ça restera à voir le choix de Danny Ainge par rapport à la reconstruction, mais tous ces joueurs-là ont pris énormément de valeur, Kelly Olynyk même, et donc du coup vont pouvoir être tradés avec une très bonne valeur marchande, donc ça c'était un très bon objectif de rempli, et ensuite surtout, on a vu Will Hardy et le coaching staff faire preuve de grande inventivité, de créativité dans les systèmes, mais aussi de pédagogie et de développement des jeunes joueurs, avec vraiment des systèmes très intéressants, des jeunes qui se développent, je pense notamment à Jared Vanderbilt qui montre des choses intéressantes dans la création du jeu. Et donc du coup, ces Jazz-là, moi je trouve qu'ils cochent toutes les cases d'une bonne reconstruction, d'une bonne première année de reconstruction en à peine 15 matchs. Darius Garland qui nous dit que Clarkson continue de m'étonner positivement. Je suis tout à fait d'accord avec toi, même s'il s'est fait expulser la nuit dernière, il me semble. Et donc voilà, et comme le dit très bien en réponse à Globulo24, bien sûr, Nausicaa qui nous dit attention à Danny Ainge. Et voilà, ça sera de toute façon, il y aura des trades dans cette équipe du Jazz parce que clairement, l'objectif est à la reconstruction et donc il n'y a pas forcément d'intérêt de garder des profils de vétérans comme Mike Conley qui fait énormément de bien et qui est le maître quand même d'orchestre de cette équipe. Donc du coup, ça devrait partir à la trade deadline et forcément le niveau va drastiquement chuter. Kilak qui nous dit et qui confirme, sur la durée de la saison, je sais pas car il y a quand même de grosses franchises derrière qui vont pousser play-in. Par contre, j'y crois. Ah, Kilak qui nuance un peu, qui imagine le Jazz pouvoir accrocher ses play-in. Ce serait rigolo comme histoire en tout cas, ce sera un pied de nez au tanking et à toutes les previews qu'on a pu faire en début de saison. Moi je crois vraiment que en fait les trades feront le... C'est-à-dire que à la limite je peux croire au play-in et je peux croire à une place qualificative jusqu'à la trade deadline. Je peux y croire parce que des mecs comme Mike Conley, avec vraiment un très bon coaching staff, etc. Et comme je vous l'ai dit, et j'ai montré plein de vidéos et de choses pour ceux qui voudraient aller plus loin sur la vidéo YouTube. Donc n'hésitez pas à aller voir ça. Mais du coup, il y a un vrai très bon taf de fait. Donc ce sera sérieux et ils gagneront des matchs. Ils continueront à gagner des matchs, ce Jazz-là. Mais je pense que voilà, Danny Ainge, il n'est pas bête. Il va trader tout ce beau monde pendant que la cote est au plus haut. Parce qu'il a tout intérêt à faire ça. Justement, à la trade deadline, il y aura des équipes pour jouer le play-in qui se diront on est peut-être à un Mike Conley près de pouvoir soit se qualifier pleinement, jouer l'avantage du terrain, ou alors même pour les places, les équipes qui seront dessus, de peut-être pourquoi pas viser beaucoup plus haut pour le coup. Et donc du coup là il y aura peut-être des sacrifices de pics, etc. sur du long terme. On a vu ça récemment, et donc du coup le Jazz, je peux imaginer encore une place de playoff jusqu'à la trade deadline. Après, je pense que les trades feront le juge de paix. Neko91, ça faisait très longtemps, très content de te retrouver également. Salut, ça parle de Boston. Obligé de passer. Bon, du coup, on va y venir à Boston, on va y venir. On finit peut-être la conférence Ouest rapidement. Voir s'il y a des choses à regarder. Les Warriors, peut-être 13-13 pour un bilan certes équilibré, mais très loin des standards attendus. Deux choses surtout à voir du côté des Warriors. La défense, alors deux choses qui sont liées en réalité, parce que c'est tout ce qui est perte de balles. C'est vraiment une des équipes qui perd le plus de ballons, dont le ratio assist turnover est le plus élevé et le moins bon de la ligue. Et donc du coup forcément ça ouvre des chemins de contre-attaque pour les adversaires et forcément la défense empathie. Une défense qui en plus n'était pas tout à fait au niveau. Je trouve qu'ils ont beaucoup perdu en communication. Alors est-ce que c'est le début de saison et un manque d'effort? Moi, pendant les 15 premiers matchs, je vous avoue que je voulais pas trop en juger parce qu'il y avait énormément d'équipes, je trouve, et notamment des équipes contendris, on va dire ça comme ça, enfin de contenders, ce sera un petit peu plus français, qui faisaient pas forcément les efforts. C'était le début de saison, donc du coup on était un peu en dilettante. Ça commence à devenir un petit peu plus inquiétant pour ceux qui seraient encore dans le cas qui auraient des défenses un petit peu moins bonnes, notamment les Warriors. Et même s'il y a eu un petit peu de mieux, je trouve, sur la communication ces derniers temps, il y a encore vraiment trop de pertes de balles. Il y a eu pendant un temps aussi, c'était la problématique des rookies et des jeunes joueurs qui jouaient peut-être un petit peu trop et donc du coup qui faisaient des erreurs. Ça a été réduit. Là, il y a des joueurs, par exemple Jordan Poole, qui est en demi-teinte, loin de son niveau. Klay Thompson revient.
Ça, c'est la bonne nouvelle. Il y a eu le narratif Klay Thompson. Tu parles de la défense de Denver défensivement? Non, pas du tout. Étant donné que derrière nous, il y a seulement Orlando, Houston et les Spurs, dont tout va bien, vraiment. Donc on commence à pouvoir s'inquiéter un petit peu. Mais donc voilà pour les Warriors, c'est quand même un petit peu inquiétant. Et encore une fois, je voulais quand même revenir là-dessus sur les Warriors, parce que je trouve que c'est un narratif très peu mis en avant. Moi, c'est toujours ma difficulté, par exemple, notamment pour l'appréciation de Curry, alors que j'adore, hein, vraiment, parce que de toute façon atypique, et moi j'adore les joueurs atypiques, donc par rapport à la gravité, tout ça, c'est unique, et donc du coup, c'est super à voir. Il y a quand même, j'ai toujours cette difficulté-là de voir que il y a vraiment une polarité entre Curry et Draymond, et l'aspect défensif en fait qu'apporte Draymond Green et des Warriors, et s'il n'est pas assez suffisant, en fait, les Warriors sont pas suffisamment forts pour truster le haut du classement, et c'est toujours une problématique, c'est que à partir du moment où la défense collective des Warriors baisse d'un ton, d'un cran, et là, bon, encore une fois, là, il y a aussi l'aspect turnover hein, qui joue beaucoup. Tout de suite, en fait, le plancher baisse, et c'est toujours ça qui me frustre avec Curry, c'est de voir que finalement, je trouve que c'est plus un élévateur de plafond, et que du coup, c'est dommageable, et que du coup, je trouve qu'on parle pas assez dans la legacy de Curry d'à quel point il y a une importance du duo avec Draymond Green. Voilà, ça c'est la petite parenthèse très philo-théorique pour la ligue, et qui fera plaisir bien sûr à Tom, mais aussi à tous nos nerds de basketball. Je sais qu'il y en a dans le chat. Est-ce que vous avez d'autres points sur cette conférence Ouest? J'en profiterai quand même pour parler un petit peu de nos derniers contenus récents, notamment ceux sur les Kings. J'ai fait toute une vidéo sur les Kings, donc je vous invite encore une fois à aller la voir. Parce que les Kings continuent. Excusez-moi, les Kings continuent de gagner, hein, c'était pas juste un petit effet, et il y a vraiment des raisons pour ça, que ce soit offensivement, mais aussi défensivement. Là, sur cette vidéo, on analysait plus particulièrement l'offense, et je suis très content. Très content, pourquoi Eh bien parce que vous connaissez bien évidemment Ben Taylor, hein, la chaîne Thinking Basketball. Il faut voir que sa dernière vidéo parle exactement de ça, hein, des Kings et du pourquoi, du comment. Offensivement, ils ont des systèmes qui leur permettent d'être dans le top de la ligue. Et donc, l'ayant fait un petit peu avant, peut-être de moins belle manière, hein, très clairement. Il faut que j'admette que Ben Taylor est encore bien largement devant moi, que ce soit dans la forme mais aussi dans le fond. Hein, il revient encore de manière beaucoup plus exhaustive que je ne pourrais le faire là-dessus. Donc pour les anglophiles bien sûr, et qui pourraient comprendre bien sûr la langue de Shakespeare, je vous invite bien évidemment à aller voir sa vidéo avant tout. Mais donc du coup je suis assez content de me dire bon, j'ai pas fait ça pour rien, donc et je disais pas trop de conneries, voilà. Ben Taylor, le N5 américain, non, moi je suis Kevin O'Connor, je suis beaucoup plus, il faut rendre à César ce qui est à César. Ben Taylor, on a un Ben Taylor français, et c'est Antoine Tartrou, voilà, les deux grands du game. Rendons à César ce qui est à César. Je suis encore très humble dans mon approche. Il y a vraiment beaucoup plus lourd, beaucoup plus gros poids lourd que moi dans le game. Donc voilà, mais c'était juste pour me rassurer un peu, parce que c'est vrai que vous le voyez, on a aussi parlé des Lakers en se disant vous inquiétez pas, ils sont pas si loin d'être bons. Alors ils ont fait un petit run, mais depuis quand même, bon, c'est quand même pas trop ça. Donc vous voyez, on se plante aussi, et du coup ça fait plaisir de se dire que bon, certaines fois on touche juste. Voilà pour ce qui était de cette conférence Ouest. On va peut-être passer à la conférence Est pour finir ce petit tour d'horizon de la Ligue. Les Celtics, bien sûr, 21-5. On va y revenir. Les Celtics qui dominent tout le monde. Alors vraiment, il n'y a vraiment pas de débat. Il y a les Celtics et le reste. Peut-être les Bucks. Les Bucks sont peut-être dans un tiers avec les Celtics. Il faut voir. Et ensuite viennent les Cavs avec 16-9 de bilan. Ensuite viennent les Brooklyn Nets, mine de rien, doucement mais sûrement, sans trop tirer l'attention sur eux. Maintenant que Kyrie Irving a compris qu'il fallait fermer sa
hein, voilà. Et tant mieux. 14-12, hein, un petit peu plus que l'équilibre. 13-12 ensuite, les Hawks à la 5e place. Et viennent ensuite les Pacers et les Raptors avec le même bilan. Et l'équilibre enfin avec les Sixers à 12-12, les Knicks à 12-13. Les Knicks playoffables peut-être, et qui bénéficient de la très mauvaise début de saison du Heat, hein, qui subit énormément de blessures, Jimmy Butler absent, Bam Adebayo qui a manqué des matchs également, plein de joueurs absents de tous les côtés. C'est un peu compliqué pour le Heat en ce début de saison. Les Wizards au même niveau à 11-14, les Bulls. Bon, là, c'est plein d'autres problèmes en plus. Et enfin, faire le match, Hornets, Pistons et Magic dans un même tiers, hein, à peu près, avec 6-7 victoires seulement. Les Hornets dans une dynamique horrible, hein, depuis 3 ans, ce n'est que du moins. Donc voilà, on espère simplement que Wembanyama n'atterrira pas là-bas. Quoique ça peut être fun avec la mélo, mais est-ce que ça prétendra à quoi que ce soit? Je ne sais. Quoique la mélo, un bon ancrage défensif avec Wembanyama, peut-être, c'est à débattre. Bref, on n'en est pas encore là. Et puis il y aura surtout bien d'autres concurrents dans la lutte pour le tanking, et on va peut-être pouvoir passer à des choses un petit peu plus fun, des équipes un petit peu meilleures. Assez parlé de la place du couillon à l'équilibre à 0,5 de win. Darius Ganten qui nous dit: on les a tapés 2 fois les Celts, merci le Caris game qui était improbable, hein, le Caris Levert game, doublé de Donovan Mitchell à chaque fois, hein, qui a fait 2 très gros matchs contre les Seas. Mais alors Caris Levert, le premier, c'était incroyable et totalement inespéré, hein, vraiment. Les Seas nous font une Mavs 2017, espérons qu'ils ne connaîtront pas la même fin. Tom qui mine de rien fait l'oiseau de mauvais augure. Mais étant donné qu'on est des franchises de l'Ouest et que tu es pour une franchise de l'Ouest, ça s'entend. Ça s'entend. Les Bucks, attention, oui, nous dit Neko91 en bon fan des Seas qui reste prudent, tout comme Jason Tatum, hein, qui récemment déclarait tranquillement, et ça ne veut rien dire, et surtout ça ne voudra rien dire si on ne gagne pas en finale. Les finalistes qui ont raison d'être ambitieux. Je vais pouvoir parler un petit peu des Seas. Sans vous spoiler, je suis en train de préparer des choses sur les Celtics. En fait, je devais préparer un truc, et puis plus ça va, plus j'en regarde, plus je me dis je vais peut-être faire au moins 2 vidéos sur les 6 parce qu'il y a moyen, il y a matière, et je ne vous en dis pas plus. Les 6 en tout cas, les 6, je voulais souligner quelques points. Ça joue déjà, c'est la grosse force je pense des Celtics, ça joue en 5 out, ça peut se permettre de jouer en 5 out parce que tous les intérieurs shootent à 3 points, que ce soit Al Horford. Alors, Blake Griffin, c'est peut-être celui qui joue le moins bien aux 3 points, et on l'a vu un tout petit peu, on a presque pu le voir hier face aux Suns, si seulement ils avaient pu résister plus d'une mi-temps, hein, parce qu'ils se sont pris 30 points à la mi-temps, les Suns, ils se sont fait déglinguer par les Celtics hier soir. Donc du coup, bon, on n'a pas pu voir cette problématique de Blake Griffin parce que Al Horford était absent. Sam Hauser derrière qui, pareil, peut shooter à l'extérieur et s'écarte plutôt bien. Alors un petit peu moins également que Al Horford, hein, qui devient presque élite. Je me suis fait la réflexion, il faudrait que j'aille voir les chiffres et la quantité, mais pour un intérieur qui trust vraiment le haut du panier, Al Horford depuis ses playoffs derniers et même un petit peu avant. Et donc, un 5 out, ça permet de libérer toute la peinture et d'avoir vraiment n'importe qui peut tirailler à 3 points. C'est une des équipes qui tire le plus à 3 points et avec une des meilleures réussites au tir collective. Et donc forcément, ça gonfle une offense qui est en plus, on va le voir, déjà très forte avec... je pense un niveau de 3 points ne serait-ce que correct. Heureux à toutes, salut à toi Tom, merci d'être passé, à toutes pour toi, et puis on sait qu'on se retrouve toujours, et donc les Celtics qui bénéficient de ça et qui donc ont une offense vraiment élite, voire historique pour l'instant, qui pourrait être historique si elle s'inscrit en tout cas dans cette continuité et dans le temps. Beaucoup de 3 points, une grosse réussite et surtout une maximisation en fait de ces 3 points. Ça vient pas, alors il y a une partie shot-making absolument hallucinante. Hein. Comment il s'appelle Jaylen Brown. On va y revenir un petit peu après. Jaylen Brown rentre tout, c'est incroyable. Mais même, il y a d'autres role-players ou d'autres lieutenants ou d'autres joueurs, non pas franchise,
qui artille vraiment excellemment bien. Peut-être que ça déconfleure un petit peu. Néanmoins, il faut voir que le taf offensif de cette franchise des Seas est vraiment impressionnant, notamment sur voilà, les décalages qui sont tout le temps maximisés. Et donc, on a beaucoup de shoot ouverts. Donc, c'est pas juste du tough shot making et c'est pas juste une passade. Ça restera bon quoi qu'il arrive tant qu'ils réussiront à créer ce mouvement de balle qui est très bon, notamment grâce à la polyvalence du personnel. J'aime beaucoup l'arrivée de Malcolm Brogdon, notamment parce que avec Marcus Smart et Derrick White, ça forme un trio d'arrière meneurs qui est capable de driver, est capable de distribuer, et il y en a toujours au moins 2 sur le terrain avec un des 2 franchise players en les personnes de Jason Tatum et Jaylen Brown, qui les 2 ont fait du progrès au playmaking, et j'insiste bien sur les 2 parce qu'on a parlé notamment de Jason Tatum. Mais je trouve que Jaylen Brown montre aussi des progrès sur la distribution. Alors sans être dans le playmaking élite à anticiper et à manipuler des défenses à la passe, on n'en est pas là. Mais malgré tout, en fait, il est beaucoup moins tunnel vision et il arrive à faire des décalages qui sont un petit peu plus avancés et un petit peu plus difficiles dans la lecture. Et donc du coup, ça fait que en fait, on a en permanence plein de menaces. Alors à l'exception peut-être de l'intérieur, mais plein de menaces sur le drive. Et donc du coup, à chaque fois que un close-out est un petit peu fort à 3 points, on réactive le drive. N'importe quel joueur est capable de réactiver le drive pour recréer du décalage et refaire la passe à 3 points. Et en fait, on a vraiment une maximisation et une démultiplication des décalages pour trouver des 3 points ouverts en permanence. C'est assez impressionnant. Avec en plus des jeux d'écran, on a souvent des doubles écrans sur l'elbow avec du coup des joueurs qui vont pénétrer, un joueur qui va faire l'écran, un qui va pop et à l'opposé, un joueur qui va pouvoir faire la passe. C'est aussi ça, la polyvalence du personnel, ça permet d'intervertir n'importe lequel de ces 4 joueurs et donc du coup d'être systématiquement une menace pour n'importe quel défenseur, et donc il faut être constamment en éveil, etc. Et c'est vraiment très agréable à voir jouer. Alors je vous le dis vite fait comme ça, j'ai pas eu le temps de préparer encore tout, mais encore une fois j'aimerais le faire en analyse vidéo pour que vous puissiez voir ça un petit peu plus à la vidéo. Ça devrait venir, mais voilà, je voulais juste lancer quelques petites choses sur les 6 parce que c'est très intéressant. C'est très intéressant, forcément, ils font beaucoup de taf. Le travail de Joe Mazzulla est impressionnant, je pense, en termes de coaching de ce niveau-là. Et les progrès de Tatum et de Brown à ce niveau-là font qu'il y a vraiment un renouveau offensif du côté de ces Celtics, qui était d'abord, hein, on le rappelle, l'année précédente, une équipe défensive, hein, dont l'identité était défensive avant tout, et qui n'a pas encore réactivé ce côté-là, qui domine déjà. Donc effectivement, on peut s'attendre à ce qu'elle continue de dominer parce que défensivement, ils ont encore de la marge. Donc même si offensivement, ça baisse un petit peu, ils devraient quand même pouvoir continuer cette marche en avant. Et là, pour l'instant, ils surdominent. Le match hier contre les Suns, c'était impressionnant. Alors les Suns n'ont pas très bien joué. Il y a eu beaucoup de pertes de balles, de shoot un petit peu rapides. Et donc du coup, ils n'ont pas réussi surtout à prendre du rebond. Il y a eu beaucoup de rebonds offensifs et beaucoup de contre-attaques aussi de la part des Seas. Il y a eu beaucoup de transitions, plus qu'à l'accoutumée. Ils jouent plutôt bien sur transition, les Seas. Mais néanmoins, en volume, c'est pas la plus grosse équipe de la ligue. Ils sont très bons en termes d'efficacité sur transition. Mais c'est pas les plus grosses volumes de la ligue sur la transition. Hier, ils en ont pris énormément contre les Suns, qui n'ont pas du tout verrouillé leur rebond et qui en plus ont quelques pertes de balles, etc. Et bref, et après les 6 les ont tués sur le shot making, c'était impressionnant. Nico 91, moi depuis la série de Giannis de l'année dernière, clairement je suis méfiant, la défense est bien revenue ces derniers matchs à Boston aussi. Effectivement, et d'ailleurs la preuve face au match des Suns hier, hein, où ils étaient quand même beaucoup plus concentrés. Déjà l'année dernière j'avais trouvé l'équipe en progrès. Nolino Zika en réponse à Neko qui nous parle du shooting. Je sais pas qui c'est le shooting coach de Boston, mais c'est fort. Même White, le progrès sur sa mécanique est fou et tu fais très bien de le mentionner. Ça peut être effectivement quelque chose à regarder plus précisément. Brogdon confirme qu'il est l'une des meilleures acquisitions de cet été. Je suis tout à fait d'accord et c'est bien dommage pour notre ami Kilak et nos fans des Bucks. Je pense notamment à notre autre arrivée du soir, hein, en la personne d'Alex Perucho, également fan de Milwaukee. C'est vrai que vous pourrez le regretter, ce bon vieux Malcolm.
Et surtout de le voir en plus chez les 6, un concurrent direct. Jaylen, depuis 10 matchs, au-delà du playmaking, a épuré énormément son jeu, bien plus d'efficacité. Flexons tous ensemble, exactement. C'est le plaisir, surtout quand on est dans les premières places du classement. Noska qui nous dit Guillaume du Basket Lab a fait un épisode récent sur le line-up des 6 en 2022, super intéressant. Guillaume qu'on salue bien évidemment, qui est régulièrement présent avec nous. Petit big up à lui. Et bien sûr, tu fais très bien de le mentionner. Ne pense qu'à la finale de conf Boston Bucks. Effectivement, c'est en tout cas ce qui s'annonce pour l'instant, mais les Cavs pourraient jouer les troubles faites. Darius Garland 10 est dans le chat pour nous rappeler à l'ordre. On peut lorsqu'une fois dans la saison avec Caris, si je ne le fais pas maintenant, l'occasion ne se représentera plus. On parle du flex avec Caris Levert, bien évidemment. Et Kilak, qui justement remplace Guillaume dans le meilleur jeu de mots de la soirée. La qualité, ce Caris, c'est même en difficulté, il voit toujours le verre à moitié plein. Voilà. Vous l'avez ou pas, elle le repassera peut-être à la postérité. Non, ce sera vous qui en décideront. Je perds mon français, excusez-moi. C'est le signe qu'il va falloir clôturer un peu ce tour de l'association, comme j'aime à le dire. Est-ce qu'il y a un fan sauvage d'une équipe de l'Est qui voudrait intervenir pour faire un petit bilan sur sa franchise avant qu'on passe à la suite? Moi, globalement, comme ça, qu'est-ce que je pourrais vous dire? J'aimerais regarder un petit peu plus les Pacers. Il y a des petits dossiers. J'aimerais parler un peu de Tyrese Haliburton, parler un petit peu de Ben Mathurin, bien sûr. Qu'est-ce que j'aimerais? Les Nets, mine de rien, en soum-soum, c'est quand même plus solide que ce qu'on pouvait espérer. KD et Kyrie restent quand même un plancher suffisamment élevé pour truster ces places-ci. Je n'ai malheureusement pas assez vu jouer les Hawks ni les Sixers. Les Sixers, du coup, je ne peux pas du tout me prononcer sur ce qui va mal. Je sais qu'on a quelques fans des Sixers qui passent des fois, donc n'hésitez pas à vous montrer. Bon, assez parlé de moi. Peut-être tu veux parler des Knicks. Et le Heat. Le Heat, faudra qu'on en parle. On a Quentin dans la team QI, bien sûr. Fan du Heat, on a Cam qui regarde un petit peu. Moi, je passe un petit big up à Hugo s'il passerait dans le coin. Mais le Heat, ça galère un peu. Il y aurait peut-être des choses à raconter sur le Heat. Mais voilà, c'est à peu près tout pour ce tour approximatif de l'association. Je vais vous lire une dernière fois et puis ensuite on va passer à nos articles et notre contenu. Je vais pouvoir aussi avoir vos retours sur ce qu'on fait pour voir un petit peu s'il y a des choses à améliorer, des idées que vous aurez aussi à nous transmettre pour la suite de la saison. Beaucoup de catch and finish. Jaylen Brown, ce qu'on demandait plus de lui, c'est mon joueur favori, donc je le regarde toujours assez attentivement. J'ai écrit plusieurs trades sur lui. Il porte de moins en moins la balle en termes de secondes par brise de balle et bouge bien mieux sans ballon, là où parfois il avait tendance à camper dans le corner sans ballon. Nous dit Nico, il faut que tu me balances balance-moi ton Twitter dans le chat, comme ça j'irai voir tes trades. Et je pourrais mentionner dans la vidéo, je pourrais balancer ça. Bon, ce sera moins bien en vidéo, mais comme ça, je mettrai ça même en description, etc. Parce qu'effectivement, ça pourra m'intéresser. Alors, si j'ai le temps de réussir à faire deux vidéos, mais voilà, c'est ce que j'aimerais faire dans l'absolu. Les Pacers sont absolument kiffants, surtout deuxième mi-temps, nous dit Neko 82. Effectivement, ils ont. Alors, en plus, c'est quelque chose que je voulais montrer. Je dois vous l'avoir là, voilà. Le net rating des différentes franchises, selon premier, deuxième, troisième, quatrième quart-temps. Et les Pacers, ils commencent les matchs toujours en deuxième mi-temps ou en second quart-temps. Avant ça, ils s'en foutent complètement. Ils arrivent dans le premier quart-temps, les mains dans les poches, je sais pas ce qu'ils foutent, mais moins 21 sur les premiers quarts pour les Pacers, c'est hallucinant. C'est de loin le quart-temps le plus mauvais de toutes les franchises, tout quart-temps réuni. Et les autres, c'est les Spurs à moins 19,5, vous voyez, dans le premier quart-temps. On note un très beau moins 18 aussi pour les Spurs dans le quatrième, qui fait vraiment très mal. Mais alors, les Pacers, c'est hallucinant. Surtout qu'après, ils sont du coup obligés d'être en positif tout du long. Et vraiment très fort positif pour rattraper ça. Ils arrivent à le faire, mais c'est très particulier. Très particulier. Les 6, très bons dans le premier quart-temps. Les Nuggets aussi, on est très bons dans le premier quart-temps.
Par contre, on est très mauvais ensuite, comparé au 6 qui reste bon à l'équilibre dans les 2 et 3, mais très bon dans le quatrième. C'est là que tu vois aussi que c'est des franchises qui ont une bonne défense plancher, malgré tout, parce qu'ils savent mettre des tarifs quand il faut, contrairement à nous. Voilà. Cleveland aussi, hein, on peut voir le même schéma. Donc ça c'est intéressant, je trouve ça note quand même une certaine pérennité. Les Bucks c'est un peu plus bizarre parce que c'est dans le troisième quart qu'ils refont un écart alors qu'ils sont plutôt bons dans le premier quart-temps également. On peut se dire que les Wolves auraient peut-être une progression potentiellement bonne du coup si on l'analyse comme ça. Après du coup ça vaut ce que ça vaut comme analyse, hein. Faudrait peut-être aller un petit peu plus dans le détail. Mais voilà, je sais pas si vous voyez, il y a d'autres choses qui vous sautent aux yeux. Des trucs improbables, le troisième carton d'OKC. Pardon, je tape dans mon micro. Troisième carton d'OKC, pourquoi on ne sait pas. Ça profite du relâchement des autres franchises qui pensent avoir déjà fait le break. C'est peut-être ça la clé. Les Suns qui dans le troisième quart-temps font des miracles un peu à l'instar de Golden State dans les belles années. Golden State d'ailleurs, où est-ce qu'ils sont? Il n'y a pas grand-chose Golden State, c'est pas la folie. Ça reste à l'équilibre un peu comme leur bilan. Et voilà un petit peu près tout. Nous on va pouvoir passer à la suite de ça. Je vous lis une dernière fois sur ce tour d'association et ensuite on passe à la suite. Aaron Gordon qui donc venait dans le Colorado il y a 2-3 saisons de ça, maintenant 3 saisons de ça, à la trade deadline, c'est Orlando qui s'en séparait pour pouvoir partir sur une autre reconstruction, hein, puisque la phase Vucevic, Aaron Gordon, Evan Fournier avait finalement capoté, hein, ça ne menait nulle part, et donc en tradant Vucevic, il fallait trader également Aaron Gordon, c'était chose faite, puisqu'il récupérait Gary Harris et d'autres petits éléments chez les Nuggets. Et depuis ça a été que du bon pour Aaron Gordon. On a entreperçu, juste après le trade, une dizaine de matchs incroyables du côté de Denver, que ce soit pour lui, mais surtout pour la franchise, où vraiment, offensivement, son ajout avec Michael Porter Jr., Jamal Murray, mais bien sûr Nikola Jokic et Will Barton, à l'époque, faisait un 5 extrêmement efficace offensivement. Depuis, il y a eu les blessures, hein, bien sûr, de Jamal Murray et Michael Porter Jr. Bien malheureusement, il s'est affirmé aux côtés de Nikola Jokic comme malgré tout une très très grosse option, une très très forte option. Et surtout, ce qui est incroyable de voir, c'est que ça a été une évolution très positive pour le joueur et surtout un joueur totalement différent de ce qu'il était à Orlando. Et pour ça, Jérémy revenait bien évidemment, après cette intro, sur le rôle d'Aaron Gordon au Orlando Magic. Un rôle dans lequel, et un peu à l'instar de sa draft, il était d'abord drafté dans un rôle défensif et pour ses qualités athlétiques, avec un upside sur le dribble et avec sa mobilité pour un 3-4, un intérieur assez costaud. C'est finalement ce dernier point et cet upside qui va être le plus exploré par Orlando parce que, à l'époque, il faut se le rappeler, il y avait un grand manque à la main du côté du Magic. Et finalement, c'est Vucevic, Evan Fournier et donc Aaron Gordon qui vont devenir des initiateurs offensifs. Et on va le voir, comme le dit et le montre très bien Jérémy, avec toutes ces stats-ci, on le voit en fait, des stats et un rôle qui ne lui convenait pas. Parce que en réalité, quand on regarde ça, on va prendre notamment le PSA, hein, le point par tir pris, hein, sur 100 tirs pris, du coup, combien de points sont marqués. Et on va voir qu'il était très inefficace en fait dans ce rôle-là, Aaron Gordon. Vous le voyez, en 2017-2018, 18e percentile dans la ligue. Alors pour ceux qui ne comprendraient pas les percentiles, en fait, l'idée c'est de se rapprocher le plus possible de 100. Et ça permet de créer en fait des tiers dans la ligue. Et donc si vous faites partie du 18e percentile dans la ligue, vous faites partie des plus mauvais dans la ligue. Et là, en termes de points par tir pris, et donc ça calcule l'efficacité. Pour faire très gros. Donc 18e percentile et 88e pour contrebalancer, enfin de l'autre côté plutôt, 80e percentile en usage percentage. Donc ça veut dire que c'est un joueur qui touchait énormément de ballons, qui avait énormément de responsabilités, qui shootait énormément ou qui en tout cas portait énormément la charge offensive de l'équipe
et pourtant il était très peu efficace. Donc on a le pire combo possible. Vous le voyez dans les années suivantes, ça ne s'améliorait que très peu. 39e percentile en PSA, donc c'est toujours en dessous de la moyenne, et toujours un très haut percentile en usage, et ça va se répliquer toutes ces années à Orlando. Aux Nuggets, vous allez le voir, et là on le voit encore mieux avec les couleurs, hein, ça ce sont les percentiles justement, donc bleu ce sont forcément des percentiles faibles, et orange, plus orangé, ce sont de meilleurs percentiles, et vous le voyez, ça va s'inverser à son arrivée aux Nuggets. Alors on a encore une année entre deux, j'espère que vous le voyez bien, je vais zoomer un petit peu, voilà ce sera mieux, ici, vous voyez déjà le changement, hein, avec quelques matchs jouer et vous voyez des minutes qui sont un petit peu égales. On le voit à Orlando, hein, une efficacité très basse, 34e percentile avec 107 points marqués, enfin 107, oui, 107 points marqués sur 100 tirs tentés, et toujours un usage qui est 90e percentile, donc très très haut dans la ligue. Et puis arrivé à Denver, le percentile d'usage chute drastiquement, on passe de 25% qui commence à être un très bon un usage conséquent à 16%, donc 10 points de moins, c'est assez conséquent. Et par contre, presque 7 points de plus sur le PSA, et donc 114, voire on peut l'arrondir même à 115 points par 100 tirs tentés. Donc très très... Enfin, commencer à avoir une bonne marque, vraiment. Et bien sûr, les années suivantes où il fera toute la saison chez les Nuggets, là on atteint vraiment de très très haut niveau offensif, avec notamment la saison passée un 96e percentile, 132 points marqués sur 100 tirs pris. C'est énorme, ça fait partie des meilleurs ailiers de la ligue, et tout ça avec un usage plus ou moins correct, d'une deuxième, troisième option, avec 20% d'usage, et donc du coup un rapport d'efficacité extrêmement bon, et qui doit être souligné. On va comprendre ensuite, et c'est aussi ce tableau-ci que nous pointe du doigt Jérémy, en quoi ça joue. Et en fait, ce qui est intéressant de voir, c'est que le jeu et le type de panier changent drastiquement du côté d'Aaron Gordon, et c'est ça qui crée ce changement d'efficacité et ce changement de rôle. On va le voir, avant ça, c'était surtout un ball handler sur le pick and roll, donc c'était un initiateur offensif, encore une fois, c'était lui qui, sur le pick and roll, avait la balle en main pour créer, pour potentiellement driver, faire la passe, et dans ce rôle-là, eh ben, il était pas bon, tout simplement. 13% du temps, il était handler sur le pick and roll, et il ne marquait que 0,65 points par occurrence, ce qui est très peu. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'on va réduire à zéro, hein, drastiquement, toutes ces occurrences d'action, de type d'action, quant à son arrivée à Denver. À côté de ça, dans le penchant inverse, vous voyez que c'est quelqu'un qui était déjà très bon sur transition. 16% de ses actions étaient des transitions, de ses actions offensives, de ses paniers marqués étaient faites sur transition, avec un très bon 1,13. On va augmenter ça, et il va devenir encore plus efficace. Et là, on peut penser notamment à un relais de Nikola Jokic, hein, qui est très bon dans ses relances sur transition. Et puis, bien sûr, dans les dernières années et dans les dernières petites occurrences où ça a pu avoir lieu, mais avec d'autres joueurs aussi qui attirent énormément en transition, je pense notamment à Michael Porter Jr., ça fait en fait deux ailiers extrêmement bons dans ce domaine, et qui font de Denver globalement une équipe extrêmement efficace en transition. À côté de ça, d'autres petites choses qui sont à noter, une augmentation une augmentation dans son jeu sur le roll, c'est-à-dire dans le pick and roll, mais en tant que screener qui va aller roller au panier, et surtout, les 2 points qui vont être très intéressants à Denver, c'est vraiment de mettre l'accent dans son rôle dans la peinture. Et je vais pouvoir un peu vous en parler et extrapoler par rapport à ça vis-à-vis de l'article de Jérémy. Que ce soit les cuts et les putbacks, en fait c'est quelqu'un qui va vraiment se concentrer beaucoup plus à l'intérieur, qui va aller chercher énormément de ses paniers dans la peinture tout simplement, et dans la zone restreinte même. Et qui du coup obtient une efficacité dans ces zones-là qui est assez hallucinante, hein. 1,67 points et 1,53 points par tir tenté dans ces occurrences-là sur cut et sur putback, c'est assez énorme, et vous le voyez en termes
d'occurrence, le pourcentage a également presque doublé, un petit peu moins doublé quand même, on va pas abuser, mais a augmenté. La petite, vous le voyez en rouge, la petite chose qui est intéressante et la petite anomalie à noter, c'est les ISO. Il en faisait 5,5% à l'époque d'Orlando, il passe à 10,5%. Ça rentre un peu en contradiction avec ce qu'on disait et un nouveau rôle d'Aaron Gordon. Alors, j'ai tendance à calmer un petit peu le jeu là-dessus. Il faut le comprendre et l'expliquer par deux choses. Déjà, les blessures de Jamal Murray et Michael Porter Jr. qui font que, de fait, il a dû prendre le rôle d'option numéro 2 derrière Nikola Jokic ces 2 dernières saisons. Donc du coup, ça a forcément un impact sur ce métrix ici. Et la seconde des choses, c'est que Michael Malone tente un petit peu... Alors moi, je ne suis pas tout à fait d'accord avec ça, mais Michael Malone tente de le stagger en seconde unit, et il se retrouve parfois comme étant le titulaire de la seconde unit. Et du coup, c'est par lui que passe le jeu. Alors, c'est pas très efficace, hein, comme vous pouvez le voir ici. Heureusement, Michael Malone a un petit peu changé son fusil d'épaule avec le retour de Michael Porter Jr. notamment, et l'éclosion de Bones Island. Mais je pense que c'est surtout ça qui fait gonfler cette statistique. Et donc, on a cette anomalie, mais qui reste à nuancer. Un joueur du coup qui change énormément son jeu et quelques petites vidéos et donc du coup ça va être très sympa pour nous, ça va être un petit peu plus cool à voir avec vous bien sûr dans ce live et puis à la vidéo YouTube si toutefois j'en fais un replay, des différentes choses intéressantes pour Aaron Gordon pour voir un petit peu là où il est le meilleur. On peut le voir notamment ici en transition, on vous en parlait tout à l'heure, ici suppléé de Jamal Murray, mais vous voyez que tout seul, sa capacité de mobilité et surtout sa capacité physique font qu'il est difficilement arrêtable en fait quand il est lancé vers le cercle. Autre chose intéressante, surtout pour cette équipe de Denver, c'est sa présence au rebond offensif, là sur son propre shoot. Mais une fois en fait qu'il est en dessous, c'est un joueur qui, malgré sa taille, un petit peu undersize pour un intérieur, qui est très bon, très très bon sur le rebond offensif. Et puis, bien évidemment, quand on parle d'Aaron Gordon, on parle de menaces aériennes. Je peux vous montrer du coup cette vidéo avec ce bon décalage de Jamal Murray vers Nikola Jokic et ce lob facile, on va pouvoir se le revoir. C'est pas le plus spectaculaire, mais c'est extrêmement efficace. Il n'y a pas besoin de grand chose. Vous voyez, il est dans le dunker spot, et la passe, elle est facile pour un passeur de niveau de Nikola Jokic. L'autre, et ça c'est vraiment ce qu'on voit le plus peut-être avec Aaron Gordon, c'est tout ce qui est cut vers le panier après un mouvement simple. Là, c'est Jokic qui, tout simplement, en allant en tête de raquette, va fixer la défense. Et ensuite, une passe juste au-dessus. Et Aaron Gordon peut terminer. Il est extrêmement efficace dans ces zones-là. Et surtout, Denver va créer beaucoup de situations intéressantes vis-à-vis de lui pour pouvoir justement le trouver dans cette zone-là, en dessous du panier, là où il est très efficace. C'est notamment ce qu'on montrait avec ce lien. Ce thread Twitter qui montrait en fait quelques actions dans lesquelles Aaron Gordon va se retrouver très facilement en fait sous le panier, et je pense notamment à celle-ci, si elle charge bien, si elle n'est pas trop dégueulasse en termes de qualité. Vous le voyez, il y a potentiellement un Aaron Gordon tout seul ici. En fait là, ce qu'on va jouer avec Denver, c'est le jeu de pick and roll avec Jamal Murray qui va poser un écran pour Aaron Gordon, donc un pick and roll inversé où c'est un guard qui va poser l'écran, et en plus on est off-ball en profitant de la capacité de création de Nikola Jokic. Et là ça va permettre selon ce que fait la défense, vous voyez ici les deux joueurs vont taguer Aaron Gordon, donc du coup ça va laisser Jamal Murray tout seul, une passe facile pour Nikola Jokic. Mais vous voyez que si les deux joueurs avaient tagué plutôt Jamal Murray, on se serait retrouvé avec un Aaron Gordon tout seul en bas dans la peinture. Et si jamais il y avait aide de DeRozan ou de Lavine dans les corners, on aurait un 3 points ouvert. C'est une action très facile mais très utilisée par Denver. Il y a d'autres petites choses dans le trade. Je vous invite à aller le lire. Voilà, c'était à peu près tout ce qu'il y avait à dire pour cet article de Jérémy sur Aaron Gordon. 2-3 petites choses à ajouter. Vous le voyez sur la shot chart, on a
Deux choses peut-être à aller voir, c'est une faiblesse dans les corners. Alors il en prend très peu, hein, on peut le voir aussi ici en termes de fréquence. Les corners sont assez peu représentés, donc ce n'est pas forcément dommageable pour son efficacité au global. Et ensuite, comme je vous le disais, beaucoup de 3 points et surtout une très 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 grosse zone à l'intérieur. Enfin, on parle un petit peu de la défense et je vous invite à aller voir ça dans l'article de Jérémy. La défense, c'est assez intéressant parce que il faut voir que Aaron Gordon est un bon défenseur sur l'homme, notamment sur les ailiers, un moins bon défenseur dans le collectif. Et c'est vrai que Denver peine malheureusement collectivement encore plus en ce début de saison. Alors personnellement, je trouve aussi que ça dépend énormément des efforts de Nikola Jokic qui pour l'instant sont à l'ordre de 0 dans le domaine. Hein. Et donc du coup forcément tout le niveau de l'équipe baisse par rapport à ça. On l'a vu par contre, c'est un témoignage de son efficacité défensive à Nikola Jokic, bien plus que ce qu'on pourrait penser et ce que le narratif tend à faire croire quand on suit la ligue de manière un petit peu plus légère. Effectivement, Nikola Jokic n'est pas un grand intimidateur à l'arceau, mais il peut être très bon notamment pour gêner toutes les actions qui vont arriver dans la peinture bien avant qu'il y ait le lay-up pour pouvoir le prévenir en réalité. Ce n'est pas du tout le cas cette année. Hein. Cette année, il fait très très peu d'efforts, il s'économise un maximum. Ce qui, je pense, finalement, pour le long terme, est peut-être pas plus mal. C'est pour ça que je ne suis pas encore totalement déprimé. Tom me demandait pourquoi ma santé mentale en tant que fan des Nuggets était encore pouvait encore aller. Je pense que sur le long terme, c'est peut-être pas plus dérangeant que ça. Mais j'aimerais quand même qu'on commence à montrer des signes à ce niveau-là pour pouvoir dire que effectivement c'est une question d'effort, mais on peut et on doit le faire parce qu'il y a d'autres éléments défensifs qui se sont ramenés à l'intersaison. Hein. Je pense notamment à KCP, Kentavious Caldwell-Pope, mais aussi Bruce Brown sur les lignes des extérieurs. Et donc, Jokic n'a plus d'excuses. Et donc, du coup, là, je trouve que ça tient vraiment beaucoup à lui, le niveau défensif de cette équipe. Et je pense que ça se réglera quand il fera les efforts. Et on l'a prouvé. Il l'a prouvé l'année dernière qu'il était capable. Donc, du coup, c'est pour ça que je pense que défensivement, ça devrait rentrer dans l'ordre et je pense que voilà, ce qui compte le plus, ce sera dans la dernière ligne droite en vue des playoffs pour se motiver un petit peu, se préparer un petit peu à l'échéance playoff. J'aimerais même malgré tout, qu'on en montre un petit peu plus histoire de pouvoir se rassurer un petit peu. Bonne soirée tout le monde, merci pour les lives, et bonne soirée à toi Nausicaa, je suis très content d'avoir que tu aies pu être avec nous et très content d'avoir des nouveaux à la prochaine, je l'espère. Voilà en tout cas pour cet article signé Jérémy concernant Aaron Gordon. Je pense que deux choses moi que j'aurais à ajouter là-dessus, qui sont mésestimées certainement je trouve par rapport aux joueurs. La première chose c'est vous n'imaginez pas à quel point moi je sous-estimais et je trouve qu'en fait en le regardant comme ça c'est pas le joueur le plus impressionnant qui soit parce que je trouve qu'il est un peu undersize et donc par rapport aux autres intérieurs de la ligue j'ai toujours l'impression de me dire c'est plus un 3 qu'un 4 enfin il est un peu c'est un peu voilà un ailier twinner comme il y en a beaucoup maintenant mais donc du coup le voir autant batailler à l'intérieur et surtout être aussi dominant à l'intérieur c'est assez impressionnant et en fait, on se rend pas compte à quel point il a un physique au bas du sol qui est vraiment impressionnant et à quel point il arrive à se dégager parce qu'il est extrêmement puissant en fait. C'est pas juste de la gonflette là pour le coup, il est extrêmement puissant et donc du coup, en dessous du panier, c'est impressionnant la place qu'il arrive à prendre pour sa taille. Et donc moi je suis vraiment halluciné par ça, il arrive à prendre des positions au forceps très très en dessous du panier et donc du coup en fait quand il monte finalement étant donné qu'il met bien son corps en opposition et qu'il a déjà pris des bons appuis et qu'il a déjà pris l'ascendant il est extrêmement efficace et avec Jokic c'est vraiment c'est du beurre, c'est magnifique, c'est du caramel au beurre salé parce que vraiment il arrive systématiquement à le trouver très en dessous du panier et donc à des spots où en fait une fois la passe faite il n'y a plus rien à faire pour l'adversaire. Et donc, du coup, il est très bon. Avec un petit côté en plus cette saison. Et d'ailleurs, je ne vous l'ai pas montré à la vidéo, mais il y a une vidéo qui montre ça. D'ailleurs, je vais aller vous la montrer quand même.
Bon, c'est un seul 3 points, mais malgré tout, ce sera à l'image de cette saison. Avec cette saison, vraiment une amélioration, notamment sur le pull-up à 3 points, et notamment en transition, comme c'est le cas ici. Et ça, c'est vraiment intéressant, d'autant plus pour son upside. Et en tout cas, un Aaron Gordon qui vraiment nous fait grandement plaisir et qui est certainement le second meilleur joueur des Nuggets, encore une fois, après ces 2 dernières saisons, mais notamment sur ce début de saison. Et je trouve que c'est, très dernière chose pour faire une conclusion, je trouve que c'est super en fait de voir des joueurs comme ça pouvoir changer de rôle et montrer que non, c'est pas juste des mauvais joueurs, c'est des joueurs qui ont un vrai potentiel, mais qui ne sont pas forcément toujours bien mis en avant et qui finalement peuvent s'améliorer et peuvent montrer une progression et peuvent en fait trouver un rôle très différent de ce qu'on leur promettait, mais qui peuvent du coup trouver leur place. Et ça, je trouve ça super cool comme idée dans la ligue. Et Aaron Gordon incarne parfaitement cela. On va pouvoir passer à notre article suivant.